Diop, nous enchaînons avec notre deuxième invité, professeur Ousmane Ndiaye, qui est le chef de service pédiatrie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également le chef service pédiatrie hôpital Albert Royer de Fann, mais il est également membre de l'Observatoire national des sciences, technologies et innovations pour la riposte contre le Covid-19 et coordonnateur de la riposte au niveau du site de l'hôpital Albert Royer de Fann en collaboration avec le comité de gestion de l'épidémie. Bonsoir professeur et merci d'être avec nous. Bonsoir. On va commencer par ce qui nous interpelle d'abord, le coronavirus. Que sait-on de cette maladie en pédiatrie? Oui, je pense qu'avant de commencer, je vais vous dire merci pour cette invitation qui est extrêmement importante, qui permet aux pédiatres un peu de s'exprimer sur cette maladie où on parle que d'adultes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont connues aujourd'hui sur le coronavirus, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas encore connues. Sur la prévalence de la maladie, nous avons remarqué en réalité qu'il n'y a que les adultes, pratiquement, pour la majorité, qui sont atteints. Et ceux qui paient le plus lourd tribut, ce sont les adultes âgés et qui ont des pathologies sous-jacentes, cardiopathie, hypertension artérielle, etc. Et ce qu'on a remarqué à travers les données dont on dispose, qui sont issues des différents pays, soit la Chine, l'Italie, l'Espagne, la France, c'est que la prévalence des enfants est moins importante. Pourquoi? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses. Je pense que actuellement, en ce qui concerne les enfants, c'est une maladie à hypothèse. Certains pensent que les enfants n'ont pas une maturité de leur système immunitaire qui fait qu'ils ne répondent pas avec excès à la sollicitation immunologique, parce qu'on sait que le coronavirus se fixe sur un récepteur qu'on appelle le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, et il est démontré que ce récepteur n'est pas trop mature chez les patients, chez les enfants. L'autre chose qui a été évoquée, c'est qu'on pense que les enfants sont moins exposés que les adultes. Moins exposés, ce n'est pas sûr. Je pense qu'il faut le vérifier parce qu'ils sont en contact avec les adultes. Mais aussi que les enfants n'ont pas beaucoup de problèmes tels que le tabagisme, etc. Exposition constante à la pollution, etc. Et de plus en plus, certains pensent que le fait qu'ils soient souvent infectés durant l'enfance ou bien qu'ils soient souvent vaccinés fait qu'ils ont des moyens de se défendre contre le coronavirus. C'est un constat. On a remarqué qu'il y a peu d'enfants qui sont représentés dans la population de personnes qui sont infectées par le coronavirus. Il y a très peu d'enfants qui décèdent, puisqu'on sait que dans la population des enfants de 0 à 15 ans, ceux qui ont moins de 10 ans, il y a 0% de décès. Et dans les données dont on dispose, pratiquement entre 10 ans et 15 ans, il y a pratiquement 0,2% de décès. Et au Sénégal, est-ce que nous avons des enfants qui ont chopé le virus actuellement? Oui, il y a des enfants qui ont été quand même colligés dans les cas hospitalisés, mais qui sont symptomatiques ou carrément asymptomatiques. Pratiquement environ une vingtaine. Et qui ont été vus par l'un de mes collaborateurs, le professeur Idrissa Dembaba, qui est le point focal Covid au niveau du centre hospitalier d'enfants Albert Royer. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ces enfants posent moins de problèmes. Mais je pense qu'il ne faudrait pas prendre ces lauriers pour en faire des oreillers, puisque de plus en plus, on rapporte des cas d'enfants qui décèdent du coronavirus. C'est vrai que c'est des cas assez sporadiques, mais je pense qu'il faudrait imaginer toujours le scénario le plus catastrophiste, parce que ça nous permet d'anticiper sur les mesures à prendre. Et au niveau de Albert Royer, parce que vous l'avez tantôt souligné, d'habitude les gens qui meurent ont des maladies sous-jacentes. Et au niveau de Albert Royer, la plupart des enfants qui sont là-bas traînent des pathologies peut-être même chroniques. Est-ce que le dispositif a évolué depuis que le Sénégal a connu son premier cas? Est-ce qu'il y a un dispositif spécial? Très bonne question. Parce que tout au début de l'épidémie, je pense que ça commence à durer, l'organisation de la riposte au Sénégal. Nous avions reçu un message du ministère de la Santé, le directeur des établissements publics de santé, qui nous disait organiser la riposte au niveau local. Mais nous, avant, on avait dit qu'en réalité, on ne devait pas attendre à ce qu'on nous envoie ces directives. Parce que nous avons un hôpital qui reçoit beaucoup d'enfants. On a une moyenne de 300 enfants par jour. 5000 pratiquement hospitalisations par an. Et cela n'a pas changé avec le contexte? Ça a changé, je vais y revenir. Et ce qui est aussi particulier, c'est qu'Albert Royer est un hôpital où il y a une gestion
pratiquement de beaucoup de maladies chroniques. Nous avons un dispositif de suivi des enfants atteints de drépanocytaires. On sait que les drépanocytaires ont des problèmes immunitaires. Nous avons une consultation de suivi ambulatoire des enfants atteints de cardiopathies congénitales ou acquises. Nous avons une consultation de suivi ambulatoire des enfants diabétiques. Nous avons une consultation de suivi ambulatoire d'enfants atteints de VIH. Et vous voyez que toute cette population est une population à risque. C'est pourquoi dès le début de l'épidémie, dès les premiers cas qui ont été constatés au Sénégal, et suivant les recommandations, les directives du ministère de la Santé, nous avons dit que nous avons une population spécifique. Il faudrait qu'on s'organise, non seulement pour protéger ces patients qui sont atteints de maladies chroniques, mais protéger aussi la structure pour permettre aux autres enfants qui ont d'autres pathologies d'être traités. Parce qu'on sait que dès qu'il y a un cas identifié dans les structures, mais c'est la débandade. C'est ce qui arrive de plus en plus dans les structures, bien qu'on n'ait pas encore de cas à Albert-Royer. Donc dès le départ, nous avons pris le document du ministère de la Santé, un mail que nous avons désagrégé en plan d'action, en nous disant, nous allons mettre en place un comité de pilotage qui va comporter des administratifs et des techniciens, des médecins, infirmiers, etc., et qui est dirigé par la directrice de l'hôpital, qui est vraiment engagée dans cette lutte. Et nous avons créé un comité technique ad hoc qui est responsable du suivi des recommandations de ce plan d'action, que je coordonne et qui se réunit tous les vendredis. Et nous avons anticipé en nous disant, nous allons organiser des formations pour tout le personnel sur les mesures de prévention. Donc tout le personnel de Albert-Royer a été formé sur les mesures de prévention. Et nous avons travaillé sur la mise en place des moyens pour la prévention. Les masques FFP2, les masques chirurgicaux, les gels, la mise en place de points d'eau. Tout ça, nous avons travaillé avec la direction et nous avons mis des outils de gestion pour éviter les ruptures, bien anticiper sur les ruptures. Et en dehors de ça, nous avons travaillé sur le circuit des patients en essayant de mettre en place des filtres au niveau de l'entrée de l'hôpital, l'entrée des consultations externes, pour que un parent qui vient avec son enfant soit dépisté. Et s'il y a un cas qui est suspect, on le confine dans une salle qui a été dédiée pour cela et on appelle le système d'alerte pour pouvoir prendre en charge ces cas, puisque Albert-Royer n'est pas un site de traitement, il faut le rappeler. Mais nous sommes arrimés au comité national de gestion, le groupe prise en charge, pour la prise en charge des cas. Donc je pense que c'est extrêmement important et pour éviter que la catastrophe, voilà. Vous disiez tout à l'heure que pour la fréquentation des lieux, que cela avait diminué. Mais aujourd'hui, comment vous faites face au refus de certains parents de faire vacciner leurs enfants? Parce que beaucoup ont peur maintenant d'aller dans les hôpitaux. Oui, ça c'est la question principale. Comme je disais tantôt, au niveau de Albert-Royer, qui faisait 300 moyennes par jour de consultation, nous avons une réduction de plus de 50% de la fréquentation. C'est extrêmement important. Et je le disais toujours, j'ai dit que la situation qui risque d'arriver, c'est pratiquement des problèmes peut-être de paiement du personnel, puisque 80% des patients sont payés, du personnel contractuel est payé sur les recettes de l'hôpital. Donc ça, c'est un élément important. Le fonds du Covid est là. Le fonds du Covid est là. Je pense que c'est là où on remercie vraiment les autorités pour leur engagement. Ils nous ont rassurés. Ils assurent, ils nous rassurent. Le ministère de la Santé, la présidence de la République, et je pense que ça rassure le personnel de santé. L'autre élément dont vous avez parlé, c'est que de plus en plus, on se retrouve avec des difficultés liées aux rumeurs. Parce que n'oubliez pas que la vaccination est la meilleure arme pour réduire la mortalité liée aux maladies évitables par la vaccination chez les enfants de moins de 5 ans. Sinon, on a pu nous rapprocher des objectifs du millénaire pour le développement en 2015, c'était grâce à la vaccination. Et on compte l'intensifier pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les rumeurs qui existent sur la vaccination, on s'attendra à avoir une moindre fréquentation des services de vaccination et nous retrouver avec des taux de couverture vaccinale qui vont être diminués. Et la conséquence, c'est quoi? C'est après le Covid ou bien en cours de Covid qu'on se retrouve avec d'autres épidémies, telles que la rougeole, la coqueluche, etc., qui sont autant de facteurs de mortalité chez les enfants. Et je pense que c'est important. Et il est important également de sécuriser des fonds pour le financement de la vaccination. Parce que la vaccination est un bon outil de prévention de la mortalité, mais ça a un coût. Et je pense qu'avec le fonds peut-être Covid, comme vous disiez, par Djibril Fall, on aura une sécurité. Alors, professeur, il y a une autre difficulté aussi, c'est avec l'interdiction maintenant de circuler entre de région en région. Il y a beaucoup d'enfants qui habitent aussi des régions lointaines de la capitale et qui devaient suivre des traitements
qu'à partir d'Albert Royer. Aujourd'hui, quel est le sort justement de ces gens? Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de décentraliser le personnel, les pédiatres qui sont ici au niveau de la capitale, dans ces régions? Oui, décentraliser, oui, mais c'est difficile. Parce qu'en réalité, le ratio n'est pas aussi important que cela. Albert Royer a beaucoup de pédiatres, mais ce n'est pas toujours suffisant pour la prise en charge des patients. Mais cela, on en a discuté également, parce qu'il n'est pas question de laisser en rade les patients qui ont besoin d'eux. Moi, c'est ma bataille de tous les jours. Rien que ce matin, j'étais parti pour faire la visite pour les patients hospitalisés, pour les pathologies donc, classiques et qui meurent de méningite ou autre chose. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on a demandé de réorganiser le service, de telle sorte que les patients qui n'ont pas besoin de soins urgents, qu'on puisse les avoir peut-être par téléphone pour leur donner des conseils. Mais ceux qui ont besoin de soins... Oui, la téléconsultation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers le numérique. Tout ça, ce sont des outils qui sont extrêmement importants. Et le Covid nous montre qu'on a mis du retard à nous projeter vers le numérique. Et je pense que c'est extrêmement important. Maintenant, les patients qui ont des besoins urgents, nous les prenons en charge. Parce qu'il n'est pas question qu'un patient décède quelque part ou bien à domicile. Je pense qu'il faut que les gens le comprennent. Les services de pédiatrie, les services en général continuent à prendre en charge les cas les plus urgents. Les cas les moins urgents, on défère un peu les rendez-vous, mais on les programme pour les prendre en charge, peut-être dans un délai le plus court possible. Et on reste ouvert par téléphone pour leur donner des conseils, etc. Parce que c'est ça notre rôle et on doit le maintenir. Tu disais tout à l'heure que vous êtes membre de l'Observatoire des sciences, technologies et innovations du Covid et qui est, disons, affilié au ministère de l'Innovation. Il est bon de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des études qui sont menées sur le coronavirus en pédiatrie? Oui, c'est une question extrêmement importante. Je pense que c'est là où il faut féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a pensé mettre en place un observatoire national des technologies, des sciences, des technologies et de l'innovation, pour fédérer toutes les expertises en termes de recherche, que ce soit des expertises académiques ou non académiques, avec plusieurs sous-groupes qui vont travailler sur des thèmes particuliers, que ce soit la clinique, que ce soit la recherche fondamentale, les sciences humaines, par exemple l'impact social, psychologique, etc., les sciences juridiques, etc., la recherche fondamentale, autant de thèmes qui ont été arrêtés et qui a vu l'engagement de plusieurs acteurs, bénévoles, auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour essayer de travailler sur des stratégies qui, à court, moyen ou long terme, nous permettent de gérer le Covid. Parce qu'il y aura le Covid et l'après-Covid. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut mener la réflexion pour voir qu'est-ce qu'on doit gérer après Covid. Parce que n'oubliez pas l'impact social, économique et sur le système de santé. Et nous, du système de santé, nous avons beaucoup plus peur de cela. Parce que s'il y a un impact économique, social, je pense que ce sera un effondrement de nos systèmes de santé. Et on se retrouve dans un engrenage. Et je pense que c'est là où il faut féliciter le ministre de l'Enseignement supérieur qui a initié ses équipes pour monter cet observatoire dont je dirige le comité clinique et le comité santé mère-enfant. Et actuellement, on est sur des orientations de recherche. Des recherches qu'on peut faire très rapidement pour être opérationnelles et des recherches qu'on peut programmer de façon à court, à moyen ou long terme. Et je pense que les réflexions sont là. Rien que ce matin, je travaille sur les thèmes qu'on m'a envoyés de recherche pour qu'on puisse les financer et très rapidement mettre à la disposition du ministère de la Santé certains outils ou bien certaines réflexions qui nous permettent d'améliorer ou bien de booster la lutte contre le Covid-19. Professeur, est-ce qu'on n'a pas accusé un retard par rapport à la recherche au Sénégal? Est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue aussi bien du financement que de la recherche en tant que telle, quels sont les efforts qui ont été faits jusque-là? Oui, ça il faut le dire, parce que c'est normal, la recherche coûte très cher. Et je pense que pendant longtemps, ça n'a pas été une priorité de nos gouvernants. Mais je pense que depuis quelques années, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a des fonds qui sont dédiés à la recherche. Et si vous voyez, même au niveau de la faculté de médecine, de beaucoup de facultés, il y a beaucoup de travaux de recherche, de publications. Et je pense qu'avec cette épidémie, on se rend compte que maintenant, que la recherche est extrêmement importante. Et il faut le positionner pour pouvoir avoir vraiment des éléments de prise de décision. Parce que quand vous voyez, on prend souvent nos décisions sur la base de données factuelles issues d'ailleurs. Et c'était notre vieille revendication. Et je pense que les autorités l'ont compris. C'est vrai qu'il y a eu un peu de retard, mais avec cette épidémie, il y aura beaucoup de changements.
C'est l'épidémie qui va entraîner beaucoup de mutations au plan de la recherche, au plan social, au plan des comportements. Et je pense que ça, il faudrait l'avoir à l'esprit. Et c'est à nous, acteurs de recherche, de saisir cette opportunité pour apporter quelque chose à notre pays. Sauf que Ebola est passé par là. Et oui. Est-ce qu'on a tiré suffisamment d'enseignements par rapport à ça? D'autant plus que vous, scientifiques, vous savez que les virus maintenant, ils ne vont pas nous lâcher comme ça. Ils vont souvent revenir. Oui, vous avez raison, Pape Djibril Fall. Je pense que Ebola est une expérience. Il y a eu une capitalisation de ce qui a été fait. Mais je pense que peut-être que ce n'est pas le même type d'épidémie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en termes de recherche après Ebola. Mais quand vous voyez la configuration de cette épidémie, ça a été trop brutal. Je pense que c'est là où on dit que nos pays n'ont pas cette capacité d'anticipation. C'est vrai qu'après Ebola, on aurait dû se dire qu'il faudrait anticiper parce que on ira de plus en plus vers ce type d'épidémie. Oui. Je pense que les chercheurs, les virologues qui sont plus compétents que moi l'ont dit. Et on l'a senti, hein. Je pense que c'était prévisible. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Mais je pense qu'il ne faudrait peut-être pas baisser les bras en se disant bon, on tire des leçons et qu'à l'avenir, qu'on se batte pour que tous les fondamentaux soient mis en place pour que vraiment nos pays ne vivent pas ça. Nos pays n'ont pas besoin de ça. Nous sommes des pays sous-développés, nous avons des économies fragiles, des systèmes de santé à revoir et je pense que, espérons que nos gouvernants, et je suis convaincu que nos gouvernants vont tirer des leçons. On l'a vu à travers l'engagement du président de la République, du ministre de la Santé, que je félicite. Hein. Moi, je ne suis pas un politicien, vous le dites, mais honnêtement, son engagement... Est-ce que les politiques vous écoutent assez? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu, par exemple, le Premier ministre français dire que dans cette affaire-là, notre seule boussole restera la science. On a vu aussi que le comité scientifique occupe une place de choix dans le processus décisionnel. Tout à fait. Est-ce que c'est le cas au Sénégal? Est-ce que les scientifiques sont assez écoutés? Moi, je pense que pour cette épidémie, si les autorités n'avaient pas écouté les scientifiques, on n'aurait pas eu ces résultats. Et je pense que les autorités ont compris qu'il faut beaucoup écouter les scientifiques. Les agents de santé qui sont sur le terrain, qui comprennent le système de santé, qui comprennent les enjeux. Et je pense que, vous le voyez, hein, c'est pas un secret. Hein, vous voyez l'engagement. Moi, je suis convaincu que l'engagement qu'affiche le chef de l'État avec le gouvernement, il est sincère. L'engagement qu'affiche le ministre de la Santé, on n'est pas parole, hein, il est sincère. Et je pense qu'il a eu une démarche très inclusive. Je le répète toujours, parce que nous tous, on a été appelés pour essayer de apporter notre expertise d'une façon ou d'une autre. Et je pense que si on est ensemble dans ce Sénégal-là, si on comprend les enjeux, si chacun se bat pour son pays, on peut arriver à régler beaucoup de problèmes par rapport au Covid et amortir les chocs d'après Covid. Il y a quelque chose qui m'interpelle, professeur. Une femme enceinte aujourd'hui, est-ce qu'elle peut transmettre le virus si elle est contaminée à son enfant? Oui, c'est une très bonne question. Et je dis toujours que c'était important qu'on se prononce sur cette question parce que c'est une question de recherche. Et nous nous référons surtout sur des travaux ou bien des données issues d'ailleurs parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cas de femmes enceintes. Mais si vous voyez, la grosse série que j'ai lue sur cela, c'est une série de 33 grossesses qui sont arrivées à terme, où les femmes ont été dépistées à 35 semaines. Le Covid-19 n'a été retrouvé ni dans le liquide amniotique, ni dans le placenta, ni dans le sang du cordon, ni chez le nouveau-né. Le plus jeune enfant contaminé, il avait 30 heures, 36 heures, mais on a pu démontrer que c'est une contamination qui est horizontale au sein de la famille. Donc ça veut dire que... Et pour l'allaitement? L'allaitement, il n'y a pas de contre-indication. D'ailleurs, il y a des directives de l'OMS, d'autant plus qu'il n'y a pas de transmission par le lait maternel. Le virus n'a pas été retrouvé dans le lait maternel. Et je pense que ce qui est important, c'est de tenir compte de l'état de la mère. Si la mère est très malade, on est obligé d'avoir une alimentation alternative, qu'on ne préfère pas, le lait artificiel. Mais si la mère n'est pas trop malade, ou bien s'il a une petite grippe, il est important qu'il prenne les précautions d'usage et qu'il continue à allaiter. Il y a des directives assez claires de l'OMS et je pense qu'on en discute et on a donné des recommandations dans ce sens avec la Société sénégalaise de gynécologie obstétrique. Et quelles sont aujourd'hui les méthodes de prévention chez un enfant
ils jouent, les gestes ils barrières. touchent n'importe. Oui, mais les enfants, les gestes difficile des fois de non, les enfants, les gestes barrières, il faut les faire. C'est vrai que parfois, ils sont tellement turbulents que c'est difficile. Mais je pense que les mesures de lavage des mains, on peut le faire chez un enfant. Les gels, c'est vrai que les gels, c'est un risque. On a pu démontrer qu'aux États-Unis, il y avait 70 000 cas d'ingestion de gel hydroalcoolique, hein, avec des conséquences. Oui. Donc, je pense que ce sont les parents qui sont les garants des mesures d'asepsie de l'enfant. Donc, si les parents sont bien protégés, respectent les mesures d'hygiène et font tout pour que les enfants aient les mains bien nettoyées, etc., je pense qu'il y aura moins de risques. Mais un enfant qui tousse, souvent, on le met un masque. Nous, en pédiatrie, c'est le principe. Dès qu'un enfant vient à la porte, dans le screening, il tousse, la première des choses, thermoflash, masque. On l'amène dans un coin, on reprend sa température, on regarde les données, est-ce qu'il vient d'une zone où il y a beaucoup de maladies, etc. Et puis en fonction de ces données, on le met dans une salle pour le confiner, on appelle le système d'alerte pour la prise en charge. Voilà. Alors, il y a une question aussi qui m'interpelle beaucoup, professeur, c'est le maillage. Pourquoi on n'a pas suffisamment de pédiatres à l'intérieur du Sénégal, dans des zones reculées? Pape Djibril, c'est une question classique. Moi, je suis le responsable de l'enseignement de pédiatrie à l'Université de Dakar depuis 2016. Hein. Je suis pas là. Je sais pas aussi vieux que cela, bon, mais je fais de la pédiatrie depuis 1987. Et ça a toujours été un souci. Parce que je pense que ce qui était important, c'est d'être attractif sur les formations, mais aussi de donner à ceux qui s'inscrivent les moyens de faire une formation de 4 ans. Okay. Le gros souci, c'est qu'il n'y avait pas de bourse. D'accord. Il n'y avait pas de bourse, mais ces dernières années, il y a eu un effort du ministère de la Santé, de la Fondation Sonatel, qui ont donné des bourses à beaucoup de médecins. Donc, d'ici 3-4 ans, parce que actuellement, mon recrutement, quand je vois, cette année, mon recrutement, c'était de 50. C'est de 50 étudiants en pédiatrie. Le besoin évolue à combien? Non, les besoins, je ne peux pas dire. C'est-à-dire, si vous prenez toutes les régions, au moins chaque région devrait avoir un pédiatre. Mais un seul pédiatre par région, c'est la catastrophe. Mais je pense que d'ici quelques années, parce que ces dernières années, ceux qui sortent, on a en moyenne une trentaine, une quarantaine, qui vont sortir dans les années à venir. Ça nous permettra un peu de mailler le territoire en saturant le marché de pédiatre. Mais je pense que c'est initialement que les problèmes se sont posés parce qu'il n'y avait pas de mesures incitatives pour permettre à ces étudiants d'aller faire le DS de pédiatrie, la spécialité de pédiatrie. Et je pense que c'est notre bataille de tous les jours. Nous, on se bat pour que tous les soins pédiatriques soient accessibles au point le plus reculé du Sénégal. Parce que c'est une question d'équité. Ceux qui vivent là-bas à Diana Malaré ou bien à Goudiri qui dira ont besoin de soins de qualité. Vous n'êtes pas cher aussi? Non, cher. Le système public n'est pas cher, Pape Djibril. Tu me parles du privé. Hein. Voilà. Moi, je ne fais pas de privé. Hein. Voilà. Mais le système public, je pense que l'investissement pour la santé est un investissement toujours rentable. Merci. La santé, c'est la base du développement. On l'a vu avec le Covid. Je pense qu'il faut investir sur la santé des enfants. Surtout que les enfants sont les adultes de demain. Et il a été démontré que la plupart des maladies de l'adulte sont programmées à partir de l'enfance. C'est ce qu'on appelle la programmation des maladies chroniques à l'âge adulte. Merci beaucoup. Je pense que c'est important. Merci, professeur Ousmane Ndiaye, le chef de service pédiatrie hôpital d'enfants Albert Royer de Fann. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, retrouvez-nous à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.